C'est la fin, mon bel ami, des paroles qu'on aurait pu trouver dans Le Récit secret, l'ultime texte de Drieux-La Rochelle, écrit quelque temps avant son suicide en mars 1945. Drieux qui est le premier sujet du mauvais genre de ce soir, bien évidemment, suite à la parution en Pléiade de ses romans, récits et nouvelles. Et un de ses éditeurs est avec nous, Julien Hervier, que je salue de nouveau. Alors, la Pléiade est sortie et la polémique est née très très rapidement au sein de la presse. Fallait-il pas? A-t-on raison, a-t-on tort? Drieux mérite-t-il la Pléiade? Drieux mérite-t-il le silence? Qu'en est-il et que faire de ce personnage? Alors nous sommes allés rencontrer, Céline Duchesnay est allée rencontrer différents acteurs de cette polémique. Et la première d'entre elles, c'est Jeannine Verdès-Leroux, historienne donc de la littérature, auteure de Refus et violence, politique et littérature à l'extrême droite des années 30 aux retombées de la libération, livre paru chez Gallimard en 1996, qui a reçu un avis de parution de la Pléiade, les futures donc parutions de la collection, et qui ce jour-là n'en a pas cru ses yeux. Je vous dirais que quand j'ai reçu ce bulletin mars-avril Gallimard, j'ai trouvé complètement incompréhensible qu'un écrivain dont j'ai lu à peu près toute l'œuvre il y a 15 ans pour une recherche soit dans la Pléiade. Ça serait vraiment très secondaire. Et je n'arrive pas à comprendre les qualités qu'on lui trouve. Surtout que le XXe siècle a donné dans le monde entier de très grands écrivains. Et en plus, c'est quelqu'un, on a sorti ça il y a 20 ans, son journal, qui est quelque chose de tout à fait privé. Et voir ce journal, 39-45, c'est Gallimard qui l'a sorti, c'est sans doute un des textes non seulement bas, mais extrêmement révoltant. Et d'un antisémitisme en pleine guerre, avec ce que nous savons. Ils en savaient qu'une petite partie, mais on savait. Et il a écrit tout ça. Alors on va me dire, ah oui, mais il a aussi sauvé de Drancy sa première femme avec ses enfants. Il a sorti Poulan de la prison, alors qu'il dit du mal de mots Poulan avec des termes outrés. On va me dire aussi, il s'est suicidé, mais un suicide ne prouve rien. Goebbels et Hitler se sont suicidés. Je n'ai jamais vu qu'un suicide permettait d'atténuer ce qui a été posé. Or voilà qui pendant 50 ans, avec une constance, puisque lui-même, quand il sort le socialisme fasciste, il va dire, au fond, je suis fasciste depuis 1917. J'ai été d'autant plus étonnée, si vous voulez, qu'on soit en ce moment, où on est dans une société extrêmement divisée, une extrême droite importante. Il y a une droite classique, il y a une gauche qui est elle-même divisée, et au moment où on devrait, je vais dire, se calmer et regarder, analyser, on se retourne vers un des pires moments, c'est-à-dire ce qui précède l'occupation et la collaboration. Donc je n'ai pas compris ce choix. Voilà le point de vue de Jeannine Verdès-Leroux, historienne de la littérature, qui a publié en 1996 un essai sur les écrivains français et l'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. Sa réaction face à la sortie de Drieux en Pléiade, une publication qui, selon elle, je le répète, jetterait de l'huile sur le feu latent d'une vie politique française en voie de profond déséquilibre, en tout cas avec une montée inquiétante de l'extrême droite. Et comment Drieux peut jouer dans cette situation, pour elle, de façon négative. Alors ça, c'est un point de vue. On va également entendre ceux d'un point de vue, je dirais, contraire, peut-être plus littéraire, plus aventureux, celui de Philippe Solers, qui réagit non pas aux propos de Jeannine Verdès-Leroux, mais à certains articles parus dans la presse à l'occasion de la sortie de la Pléiade. Philippe Solers. Des réflexions de ce genre sont étranges, intéressantes. C'est comme aurait dit Pavlov, ce qu'on peut faire dire à un chien sans même lui proposer de sucre. Ce qui est quand même extraordinaire. Un collabo au Panthéon, ça veut rien dire. La Pléiade n'est pas le Panthéon. Ah, c'est comme si c'était le Panthéon. Et un collabo pour Drieux, c'est pas assez. Il faut dire un véritable engagé nazi. C'est pas un collabo. Collabo, c'est rien. C'est tout le monde, c'est personne, à la limite.
tout ça est ridicule. Les livres de Drieux ne sont pas extraordinaires. C'est un mauvais bon écrivain, si vous voulez. C'est assez académique, c'est assez lourd. Il n'a pas réussi des prodiges d'invention comme Aragon ou comme Céline. N'en parlons pas, parce qu'on met tous ces gens-là dans le même sac. Morand, Céline, tout ça, collabo, facho, etc. Bon, c'est ridicule. Les cas sont à étudier diversement pour comprendre, tout simplement. On va pas se contenter d'aboyer. Voilà le point de vue de Philippe Solers sur la Pléiade de Drieux. Avant d'entendre votre réaction, Julien Hervier, on écoute celle de votre ami et éditeur, co-éditeur de Drieux, Jean-François Louette, qui lui, visiblement, s'attendait à la chose. Elle m'a pas surpris, je veux dire, je savais que, je pressentais que ça serait de cet ordre-là, c'est-à-dire que, d'une part, les années sombres de la France durant la guerre ne sont pas oubliées, il n'y a pas de raison qu'elles soient oubliées d'ailleurs, et d'autre part, Drieux a été tellement au cœur de ces années-là, et notamment à cause de son rôle dans la direction de la NRF sous l'occupation, que ces réactions polémiques étaient immanquables. Ce qui me gêne en revanche, c'est lorsque tout se passe comme si cette publication ne changeait rien, c'est-à-dire lorsqu'on continue à polémiquer uniquement sur la figure mythique de Drieux sans prendre la peine de relire les textes et puis peut-être aussi de tenir compte du dispositif d'accompagnement qu'on a prévu. Je dois dire que je ne souhaite pas que cette polémique s'éteigne, c'est-à-dire que je considère que Drieux ne peut qu'être reçu de cette manière-là, parce qu'évidemment, il y a tout un côté idéologique qui pour une partie des lecteurs est choquante, c'est certain, et on n'a absolument pas cherché à dissimuler ce côté idéologique. Ce que je souhaite en revanche, c'est qu'on prenne conscience du fait qu'on peut être un grand écrivain tout en étant à certains égards, pour reprendre un mot sartrien, un salaud. C'est une remarque qui a déjà été formulée à propos de Céline, c'est une remarque qu'on doit formuler aussi à propos de Drieux. Drieux nous déplaît à certains égards, son antisémitisme évidemment, son fascisme, et il reste un grand écrivain. Je crois qu'on ne doit pas se débarrasser de ce mystère, tout simplement. La littérature n'est pas forcément du côté des bons sentiments. Julien Hervier, la littérature n'est pas forcément du côté des bons sentiments. Alors vos réactions à ces trois avis, je pense que oui. Jean-François Louette, vous avez eu, à mon avis, largement l'occasion d'en parler avec lui avant, pendant et après la parution de ce volume, mais en tout cas, les deux précédents avis, Philippe Solers et Jeannine Verdesseroux. Oui, pour Jeannine Verdesseroux, une chose qui est frappante dans son livre, c'est qu'elle part de l'idée qu'il est impossible que quelqu'un qui est fasciste et qui fasse de la bonne littérature. Ça, c'est une espèce d'article de foi de son livre qui est assez décevant à cause de ça. Alors donc, comme un bon écrivain ne peut pas être fasciste, Drieux étant fasciste ne peut pas être un bon écrivain. Voilà en quoi consiste sa démonstration. Et d'autre part, je suis quand même un peu étonné, puisqu'elle se présente comme historienne, qu'elle dise il ne faut jamais revenir sur le passé, alors que le travail de l'historien, c'est justement de revenir sur les textes, voir ce qu'il y a exactement dedans. Et là, Louette le redit très bien. Ce qu'il faudrait, c'est que la publication dans la Pléiade, avec des annotations qui précisent un certain nombre de choses nécessaires, permette une relecture. Et donc là, il y a quelque chose qui peut être apporté par l'apparition de la Pléiade. Et puis d'autre part, alors je voudrais aussi insister sur le fait que les gens ont un jugement extrêmement simpliste sur Drieux. Vous pensez qu'ils se confondent plus au mythe, une sorte de mythe figé, qu'à la réalité plus mouvante d'un texte. C'est ça. C'est-à-dire que Drieux a été très longtemps dans sa jeunesse considéré comme un homme de gauche. Enfin, il était justement ami des surréalistes. Quand il faisait ses études à Sciences Po, il faisait partie d'un club d'étudiants républicains, alors que c'était un milieu quand même très 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 réactionnaire. Il rêvait justement d'abolir la guerre grâce à la Société des Nations. Enfin, c'est petit à petit qu'il a viré au fascisme absolu et surtout de désespoir à l'idée de voir la France s'empêtrer
dans les querelles de la Troisième République. Et moi, je pense que si j'avais vécu sous la Troisième République, je n'aurais pas été enthousiaste de voir le fonctionnement des partis et des politiciens qui voyait de près, puisqu'il connaissait des gens, sa belle famille connaissait très bien le président Mitterrand. Une famille Géramet qui est effectivement très proche du pouvoir économique et politique. Voilà. Et puis alors, il a vu des gens qui étaient très proches de lui, dont il espérait beaucoup politiquement. Alors, ils sont bien oubliés maintenant, mais c'était des personnalités importantes. Je pense que les gens connaissaient Bergerie autant que maintenant nous connaissons Bayrou, par exemple. Son ami Bergerie, qui a fini d'ailleurs par tourner du côté du fascisme. Tout à fait, oui. Mais Bergerie essayait désespérément de faire bouger le parti radical. Mais alors, des gens comme Bergerie, Drieux, avec l'impression que des vieux potentats comme Herriot étaient absolument indéboulonnables. Sclérosés. Et puis alors, à partir de 1933, les gens lucides se sont rendus compte que ce qui se passait de l'autre côté du Rhin était extrêmement dangereux et que si on ne réagissait pas, tout risquait de tourner très très mal. Et là, la réaction de Drieux n'a pas été dans le danger, au contraire. Lui, il a abondé dans le sens de l'hitlérisme. Alors, il a abondé dans le sens de l'hitlérisme quand la France a été battue, mais il était anti-munichois. Une des raisons pour lesquelles il a quitté le grand parti fasciste français, c'était donc le PPF, le parti de Jacques Doriot. Voilà. Mais il a été furieux que Doriot, qui était pacifiste, enfin tout ça est d'une complication extrême, Doriot qui a fini de conditions épouvantables, enfin de vieux noceurs alcoolos engagés de façon plus que scandaleuse du côté des Allemands. Pour beaucoup de gens, ça a été un héros de la Première Guerre mondiale, celui qui a failli être mis à la tête du Parti communiste français, finalement les intrigues qui se sont passées à Moscou, puisque les nominations à la tête du Parti communiste français se faisaient à Moscou, mais c'était le grand leader charismatique de la Seine-Saint-Denis communiste. Fait, oui. Voilà. Et Doriot était pacifiste. Et Drieux, au moment de Munich, était anti-munichois. Enfin, et puis alors après, il s'est dit peut-être effectivement qu'on n'était pas prêt, qu'on a mieux fait de rien faire. Mais les gens étaient dans une situation avec une absence de visibilité absolument extraordinaire. Hein. Alors ça n'est pas pour dire que j'excuse Drieux. Moi je condamne Drieux très largement sur beaucoup de points. Hein. Simplement, comme il m'intéresse beaucoup, je l'ai beaucoup étudié et je le connais dans le détail. Et donc, il y a des simplifications qui me paraissent vraiment abusives. Dommageable. Jean-Baptiste Autoré. Oui, mais en fait, quand on vous entend parler, on comprend bien que pour commencer en fait à avoir un point de vue un peu sérieux, éclairé sur Drieux, il y a un travail à la fois d'historien, de chercheur, de prof, en littérature absolument considérable à faire. On sent bien qu'aujourd'hui c'est vrai pour Drieux, mais c'est comme vrai pour beaucoup d'autres auteurs et même pour d'autres cinéastes, pour des gens qui n'appartiennent plus à notre époque. Ils sont réduits effectivement à quelques traits, à quelques clichés. Donc la question que je me pose, c'est que ce combat qui est au fond de toujours tenter de remettre un auteur, là en l'occurrence dans son époque, et de comprendre, s'il était né en 17 à Leinstadt, qu'est-ce qu'il serait devenu. Est-ce que c'est pas un peu un combat qui me semble d'abord une sorte finalement d'arlésienne qui revient systématiquement avec tellement d'auteurs. Aujourd'hui c'est Drieux, mais Drieux occupe une place qui lui est ménagée, dans le sens où beaucoup d'autres auteurs pourraient demain occuper la place de Drieux sur les mêmes problématiques, les mêmes sujets. Est-ce qu'on peut être fasciste et grand écrivain? Et j'aurais voulu savoir, la première chose, ne pensez-vous pas que c'est plutôt la façon dont Drieux, à chaque fois qu'il est remis sur le tapis, on parlait des années 60 avec Louis Malle, informe plus notre époque qu'elle n'informe son époque à lui. Et est-ce que vous, à l'université, lorsque vous êtes avec vos étudiants, quand même des gens qui sont censés être un peu précis, rigoureux, est-ce que c'est encore le type de débat que vous avez? Est-ce que vous dites encore aujourd'hui à des étudiants en fac qu'on peut être un salaud et un grand écrivain? Est-ce qu'il y a les étudiants de 2012, il faut encore à la fac leur dire ça? Ça me semble aberrant. Julien. Oui, enfin, c'est-à-dire, là, je n'ai plus besoin de leur dire, parce que je n'enseigne plus, là, maintenant. Mais je leur ai dit dans le temps, c'est-à-dire que je pense que j'ai fait partie aussi j'ai été un des premiers universitaires à mettre le voyage au bout de la nuit au programme avec mes étudiants de licence. J'ai fait ça, mais je sais pas, il y a 40 ans. Et je leur disais, écoutez, vous allez voir d'abord.
là, une des choses qui était bien avec Le Voyage au bout de la nuit, c'est qu'il n'y a pas la moindre trace d'antisémitisme dans Le Voyage au bout de la nuit. Alors que chez Drieux, même un très beau texte, la Comédie de Charleroi, Bah oui, il y a, enfin, on y parlera, reviendra, mais chez Céline, c'était tout à fait absent. Mais je expliquais ça très bien aux étudiants, mais les étudiants vivaient dans un monde ahistorique absolument extraordinaire. Je leur faisais étudier les passages sur l'Afrique noire, sur le colonialisme, et j'ai des étudiantes de 20 ans qui m'ont fait un exposé en disant oui, mais ce qu'ils disent sur l'exploitation de l'Afrique, c'est tout à fait banal parce que tout le monde dit ça. Ils ne se rendaient pas compte de ce qu'on pouvait dire en 1932 sur de l'exposition coloniale, sur l'empire colonial de la France. Et alors là, on est obligé avec les étudiants de leur mettre les points sur les i. Et là aussi, alors je ne revenais pas, je partais sur l'histoire. Excusez-moi, je suis les plans. Mais effectivement, Soler dit très drôlement l'essentiel, c'est que c'est pas une distribution de bons points, la Pléiade. Hein, il s'agit de savoir si les écrivains qu'on choisit pour y figurer sont des bons écrivains. Et c'est ça qui compte. Alors après, qu'on les condamne sur un plan moral, politique, ça c'est tout à fait une autre affaire. Et même, je dirais, moi j'admire beaucoup Hugues Pradier qui dirige la Pléiade, parce que il sort un peu plus d'une dizaine d'ouvrages chaque année. Et donc c'était très bien au début la Pléiade quand on éditait Racine, Molière, Bossuet, Proust. Mais maintenant, il faut trouver les bons auteurs à publier, et ça n'est pas toujours aussi facile. Les nouveaux classiques. Les nouveaux classiques. Et là, il va publier Jules Verne. C'est merveilleux. Moi, j'adore Jules Verne. Je pense que vous adorez Jules Verne aussi. Je lis avec tristesse, d'ailleurs, que les jeunes ne lisent plus Jules Verne parce que c'est trop didactique, je pense. Ouais, voilà. Mais on pourrait aussi bien attaquer en disant mais pourquoi publier Jules Verne, cet auteur pour enfants que les enfants ne lisent plus? N'importe quel choix littéraire implique une prise de position de la part de celui qui a fait ce choix. Oui, mais alors, si on parle justement du caractère éventuellement ou potentiellement nocif de la littérature de Drieux, de par sa misogynie, son antisémitisme, sa vision de la société française, et qu'on cite la Pléiade, bon, c'est une chose, mais la Pléiade s'adresse quand même à certaines bourses et à un certain milieu social. Tout le monde ne peut pas acheter la Pléiade, alors que les textes qu'on incrimine sont disponibles pour des sommes extrêmement modiques, et ça a été mon cas quand j'étais étudiant pour les avoir achetés, dans les collections de poche depuis des années et des années. La Comédie de Charleroi est en livre de poche depuis au moins 30 ans. Gilles, Rêveuse bourgeoisie, Le Feu follet, d'autres textes de Drieux sont en folio depuis toujours. Donc peut-être que s'il y avait un danger à signaler, ça aurait été dans la diffusion en poche plutôt que dans la diffusion en pleine. Alors vous parliez des étudiants. C'est intéressant. Céline Duchesnay est allée voir un étudiant justement qui a lu Drieux, mais dans un contexte un peu particulier, celui de la Corniche. Alors qu'est-ce que la Corniche ? La Corniche, c'est la préparation à Saint-Cyr qui se déroule au lycée Henri IV. Et c'est intéressant de voir ce que les futurs officiers de l'armée française faisaient de Drieux. Lisaient-ils Drieux et dans quel esprit le lisaient-ils ? On écoute Yvain Barrère au micro de Céline Duchesnay. Les gens qui rentraient en Corniche avaient un intérêt pour l'histoire et pour la politique du moment. Donc Drieux faisait partie d'un package d'auteurs qui nous permettait d'affirmer en quelque sorte notre identité. Aujourd'hui, je parlerai plutôt qui nous permettait d'agir en adolescent plus ou moins romantique, plus ou moins politisé, attiré par un côté soleil noir de la mélancolie. Il nous fallait des auteurs français, politisés du bon côté, c'est-à-dire plutôt à droite, et qui en même temps partageaient ou faisaient écho à nos tourments de jeunes Werther, de jeunes adolescents. Drieux avait ce côté sulfureux, mais c'était pas le seul. Je me rappelle, nous lisions Le Feu follet, bien sûr, qui avait ce côté désespéré, désespérant, et puis, pour tout dire, relativement homophobe, sexiste, machiste, qui correspondait plutôt bien à l'image que nous avions de nous-mêmes, puisqu'on se destinait au métier des armes. Il y a cette espèce de côté pipe show où lorsqu'on lit Drieux, on oublie l'auteur pour essayer de trouver le politique.
Et c'est ce que nous faisions. Et effectivement, lire Drieux, c'était lire un héritage politique et plutôt nauséabond. Est-ce que vous étiez à la recherche d'un mythe, Drieux ? Lui seul ne représentait pas un mythe, c'est ça le problème, c'est que tel que nous avions reçu Drieux en héritage, il faisait partie de cette cohorte d'auteurs maudits. Donc c'était pas vraiment un mythe, c'était se confronter à un auteur maudit. Ouais, c'est la malédiction. Alors là, on est dans la mythologie, Julien Hervier. On est dans une sorte de Drieux ultra romantique. Tout à fait, là, oui. Et bon, c'est un des problèmes de Drieux, hein. C'est-à-dire qu'il ne sort pas, il sort difficilement de son mythe, hein. Là, il y a une très bonne étude qui a été faite sur la réception de Drieux en France, depuis 1917, par un jeune universitaire qui s'appelle Jean-Baptiste Bruno. Ça a été publié chez Eurédite, et il montre très bien on ne sort pas de l'image mythique de Drieux. Alors elle a des hauts, des bas, il y a des moments où elle se colore justement de noir. Au moment de la publication du journal 39-45, l'art, ça a été la catastrophe absolue. Et puis ça s'estompe, mais il y a toujours des gens qui restent fascinés par justement cette espèce de néo-romantisme. Enfin, finalement, même dans le désespoir le plus dur, il y a un néo-romantisme à la Drieux qui peut ressurgir. Je pense que vous allez en parler à propos du film Après Oslo 31 août. Oui. Oslo 31 août, oui. Alors Drieux, on en parle, à la fois les réactions violentes, toujours violentes qu'il suscite encore aujourd'hui, la diffusion de son œuvre aussi bien en Pléiade qu'en livre de poche, l'omniprésence de Drieux qui ne quitte pas le terrain de la littérature depuis sa mort en 1945. Il est important déjà de recadrer un petit peu, Julien Hervier, la vie de Drieux. Donc il se suicide en mars 1945, il a 52 ans, il est donc né en 1893. Et très rapidement, on voit que dans son enfance et dans son adolescence, ce qui seront les grandes constituants de son œuvre, la satire sociale violente, l'inquiétude du corps, l'inquiétude de son propre destin, de la société à laquelle on appartient sont présents, puisque sa famille est une famille bourgeoise, toujours au bord du déclassement. Son père Emmanuel Drieux est un affairiste lunatique, toujours à la portée d'une mauvaise affaire, d'un mauvais coup à tenter, que ce soit des mines d'or et autres. Sa mère est là pour soutenir, on peut dire, la famille, et surtout la belle famille à coup d'hypothèque. Et le père a même été en prison. Le père a même fait la prison, ce qui pour un milieu pareil est totalement déshonorant. Et au sein de cette famille, Drieux cultive très rapidement une sorte d'incertitude d'être, une angoisse personnelle qui est liée à l'érotisme et à la mort. Oui, alors je pense aussi que ce que vous dites là sur l'érotisme, le jeu de l'érotisme dans l'angoisse de Drieux est très très important. Gallimard a publié récemment, là j'avais fait l'introduction, les notes pour un roman sur la sexualité, et ça m'a remis en mémoire des choses que je savais, mais qu'on éprouve là de très près. C'est la misère sexuelle intense des jeunes bourgeois autour de 1900. Enfin, c'est toute cette société qui faisait du gibier pour le docteur Freud à Vienne, enfin, où il y avait justement une interdiction de toucher aux jeunes filles pures, et ils se trouvaient faire leurs premières expériences sexuelles dans des bordels absolument sinistres. Quand Drieux draguait sur les boulevards, les femmes lui demandaient de l'argent. Enfin, il y a un truc pathétique. Il y a une jolie fille. Alors évidemment, il choisissait pas les plus vilaines filles. C'est une fille qui dansait aux Folies Bergères ou quelque chose comme ça, qui était avec sa duègne ou sa maquerelle, on ne sait pas. Un peu des deux. Alors il se ruine pour apporter un petit bouquet parce qu'ils l'ont trouvé sympathique, il est bien habillé, ils ont pris rendez-vous et il arrive et il se fait jeter à la porte avec son petit bouquet. On lui dit dépensez pas votre pauvre argent pour des choses pareilles, apportez quelques billets, que ce
ce soit plus sérieux, commencer sa vie sentimentale dans cette atmosphère-là, ça me paraît quelque chose de terrifiant. Et puis alors, il y a la mésentente entre ses parents. C'est-à-dire que son père avait une vieille liaison, il s'est marié avec sa mère qui était donc d'une famille bourgeoise à l'aise. Et ensuite, le drame pour Drieux, ça a été qu'il a eu l'impression de répéter très exactement la saloperie du père en épousant sa femme juive, Colette Géramec. Donc, il est au départ, par sa famille, il a l'impression d'être à l'intérieur d'une fatalité mauvaise et d'être incapable lui-même, par faiblesse, d'y échapper et de répéter une situation qu'il a trouvée abominable. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que Drieux joue à la mort, joue à être mort dès qu'il est enfant. On évoque là ses angoisses érotiques. Il a également de graves problèmes relationnels avec sa mère, son idole étant sa grand-mère. Mais malgré tout, en contrepoids à tout cela, il y a une mythologie familiale qui existe, à la fois révolutionnaire et napoléonienne, puisqu'il y a des ancêtres qui font un peu figure de géants à l'horizon et qui dominent cette cohorte familiale un peu désemparée et un peu approximative. Julien Hervier. C'est ça. Alors, il y a le mythe de l'ancêtre qui a une conduite très brillante sous l'Empire. Les érudits qui ont fait des recherches se sont rendus compte que c'était beaucoup moins brillant que cela. Par contre, il y avait un autre de ses ancêtres qui s'est effectivement battu, mais apparemment la famille n'en avait pas gardé le souvenir. Et puis, il y a une autre histoire mythique, on doit tous avoir des histoires complètement fausses comme ça dans notre famille, d'un ancêtre qui aurait tué un cosaque qui lutinait sa femme après, justement, à la fin de l'Empire, quand Paris était occupé par les armées russes. Et donc, il aurait tué l'agresseur de sa femme, mais ensuite, on l'aurait zigouillé en lui entonnant des tonneaux de purin. Vous savez, un peu d'héroïsme quand même dans cette famille. Mais qu'elle se raccrochait. Alors, on a essayé de trouver des traces de ça. Il n'y en a aucune. Ça a l'air d'être totalement mythique. Alors, Drieux le dit, il est très rapidement un homme de livre, quelqu'un qui voue sa vie à la lecture. Il lit Zarathustra très tôt, à l'âge de 14 ans. Il fait des études à Sciences Po. Il découvre la civilisation anglaise qu'il admire immédiatement, notamment le peintre Turner, qui pour lui est un des grands artistes de la représentation catastrophiste du monde. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, qui sera pour lui aussi l'occasion des premiers textes. Et là, véritablement, on peut dire que c'est quelque chose qui à la fois refonde l'expérience existentielle de Drieux et d'une certaine manière accomplit certaines angoisses qu'il avait en lui-même. Donc ça à la fois récapitule et ça inaugure quelque chose pour Drieux. L'expérience du front, l'expérience des tranchées, la Champagne, Verdun. Oui, alors c'est à la fois quelque chose qui le confirme psychologiquement, et c'est là qu'on peut voir l'origine de son fascisme, c'est que c'est là qu'il découvre l'enivrement d'être un chef. Alors un chef, non pas parce qu'on a fait les écoles, qu'on est Saint-Cyrien, mais parce que à un moment donné, en présence de l'ennemi, il se lève, il part à l'assaut, les autres le suivent. Alors très rapidement, d'ailleurs, cet assaut aboutit à rien. Enfin, d'ailleurs, là, dans la comédie, c'est très drôle parce qu'il tombe dans un trou. Enfin, c'est vraiment tout de suite dans la comédie de Charleroi. On voit tout de suite que cet héroïsme est grotesque et ne mène à rien. Mais il a eu l'impression, puisqu'on parlait de Nietzsche, d'être une espèce de surhomme pendant 30 secondes ou 3 minutes. Pendant que le courage le lançait à l'assaut. Mais alors, à côté de ça, il va découvrir que la guerre industrielle moderne est une abomination sur tous les plans. Et c'est ça qui va le rendre très pacifiste pendant toute une partie de l'après-guerre. Julien Hervier, il y a une vision extrêmement diverse de la guerre, l'expérience de la guerre
où il verra mourir ses amis et ses proches, chez Pierre Drieux-La Rochelle. D'une partie, il y a l'expérience barésienne, pré-fasciste de la folie combattante, l'assomption de la hiérarchie, à la fois le sacrifice et la conduite des hommes. Bon, ça, c'est, je dirais, le versant idéaliste, exaltant. Et puis, il y a la détresse physique, la fameuse colique de Verdun, qu'il subit dans l'humiliation. Et en même temps que ça, il y a visiblement quelque chose qui est là aussi, alors je dirais peut-être plus bernanosien, c'est-à-dire qu'il a la nostalgie de la guerre d'homme à homme, la guerre à l'arme blanche, la guerre à l'ancienne, plutôt que la guerre moderne. Et il y a un désaveu complet de cette guerre d'aujourd'hui, dont il dit qu'elle incarne toutes les postures de la honte, que les casernes sont ruisselantes d'un sang monotone, qu'il est hostile à la guerre machinique, avec une espèce de vision peut-être, alors là c'est là où l'ancêtre napoléonien rejaillit, le souvenir des charges de Murat, ou peut-être des affrontements à la baïonnette, des guerres d'empire, Julien Hervier. Oui, c'est là qu'il y a quelque chose d'assez puéril et d'enfantin, parce que je pense que les guerres anciennes étaient assez atroces aussi, hein. Simplement elles se faisaient à plus petite échelle, bien sûr. Mais et c'est là effectivement que Drieux était pacifiste par rapport à une situation donnée, voyant qu'une seconde guerre mondiale industrielle serait la fin de l'Europe, mais il était militariste sur le fond parce qu'il trouvait que l'idée de la guerre, justement la guerre éthiquement militariste, mais politiquement pacifiste. Voilà, que l'idée de la guerre, c'est là effectivement que on ne peut que réagir vigoureusement contre cette idéalisation des combats d'autrefois, hein. Enfin, je pense que quand une horde, quand les soldats de Louis XIV mettaient à feu et à sang le Palatinat, c'était pas beaucoup plus joli que les hordes barbares des Allemands se précipitant sur la pauvre Belgique et le nord de la France. Voilà. Alors une expérience paradoxale de la guerre qui à la fois inaugure un nouveau rapport au monde, rapport à la société, rapport à l'homme pour Drieux-La Rochelle, et en même temps récapitule et accomplit toute une expérience de l'enfance et de l'adolescence. Cet aspect du personnage nous est présenté par Jean-François Louette. Cette éducation qui fait de lui un jeune garçon séparé de son propre corps, séparé de sa propre puissance physique, tenu un peu sous cloche, disons-le, quoi, manquant de confiance. Mais je crois que vraiment la guerre a joué un rôle absolument capital, quoi. Quand on lit de près les lettres que Drieux, jeune soldat, envoie à sa fiancée, Colette Géramec, on est vraiment frappé par ce qui se passe, enfin, la rupture profonde qui se passe et qui est une espèce de perte de confiance dans l'humain, de perte de confiance dans la société française. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, Drieux ne sera jamais autre chose qu'un survivant de la Grande Guerre. Et c'est frappant dans Gilles. Alors Gilles, bien sûr, c'est écrit plus de 20 ans après la Première Guerre mondiale, enfin disons une vingtaine d'années après la Première Guerre mondiale, mais toute la deuxième partie de Gilles, qui s'intitule l'Élysée, ne cesse de nous dire les hommes de l'entre-deux-guerres sont des survivants. Ils sont déjà ils sont toujours déjà des espèces de fantômes ombreux, ceux qu'on trouvait dans l'Élysée de la mythologie gréco-latine. Et Drieux donc traverse comme un spectre qui voudrait vivre ce monde qui ne lui semble plus offrir d'appui suffisant à ce désir de vivre. Et ce manque d'appui, ça s'appelle tout simplement la décadence. L'expérience de la décadence, c'est l'expérience d'une espèce de mort lente qui pénètre toute cette société de l'entre-deux-guerres. Voilà, Jean-François Louette, déracinement existentiel du survivant, du sempiternel survivant des tranchées, Julien Hervier. Voilà, alors là, je ne peux qu'être parfaitement d'accord avec ce que dit à l'instant Jean-François Louette. Et on peut même dire qu'il y a un peu de ce fameux complexe du survivant, vous savez, dont on parle plus maintenant dont on ne parlait pas tellement au moment de la guerre de 14. Parce que, justement, son ami, donc le frère de Colette Géramec, qu'il
qu'il a épousée ensuite, avait été tué dans les premiers jours, dès les premiers engagements de Charleroi. Et donc il a quelque chose de cette mauvaise conscience de celui qui n'est pas mort. Et puis il sentait certainement très bien auprès de sa belle-mère, enfin on voit ça dans la comédie de Charleroi, où le personnage n'est pas le gendre, mais enfin c'est inspiré directement de son expérience personnelle. Évidemment, sa belle-mère ne pouvait pas ne pas penser mais quel dommage que vous soyez vivant et que mon fils soit mort. Donc là, Louette parle à très très juste titre de ce complexe du survivant qui a dû être très éprouvant, et on sait que dans les grandes catastrophes, ça arrive aussi toujours, que ce soit un raz-de-marée ou quelque chose. Et donc il y a une espèce de mal de vivre chez lui très profond, mais il faut toujours voir, c'est là que Drieux est politique, c'est-à-dire que Drieux, au fond, pense qu'il est, comment est-ce qu'on pourrait être, qu'il est une espèce de sismographe qui reproduit dans son petit microcosme les malheurs de la France. Voilà. Parce que donc lui-même est décadent, il se sent insuffisamment créateur, mais il est totalement frappé par le fait que la France, qui voit encore à travers le prisme des guerres de la Révolution et de l'Empire, comme le pays le plus puissant d'Europe, quasiment du monde, la France est devenue une toute petite puissance qui n'a plus son mot à dire, qui est forcément à la traîne, soit des anglo-saxons, et puis ensuite, alors après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, ça sera les Allemands ou les Russes, mais la France, et il se moque de la fameuse idée maurassienne de la France seule. Pour lui, c'est des rêveries de vieux monsieur incapables d'affronter la réalité. Et donc, pour lui, le phénomène de la décadence, c'est aussi lié à la façon dont il éprouve très profondément lui-même le fait que son pays, qu'il a vécu comme un grand pays dans toute sa petite enfance, est devenu un petit pays, et en plus déchiré par des conflits internes. Alors, sentiment de la décadence, sentiment extrêmement aigu d'être un survivant, c'est-à-dire quelqu'un qui en a réchappé, mais qui fondamentalement y est toujours resté. Jules Isaac, l'historien, a déclaré un jour à quelqu'un qui lui disait qu'il était revenu de la guerre, lui a dit « Mais non, cher monsieur, je suis toujours resté du côté de la mort. » Peut-être Drieux a-t-il éprouvé ceci. Ce qui génère évidemment, et là on peut de nouveau reciter Bernanos, le sentiment de mépris, le sentiment de dégoût à l'égard de ce monde de l'arrière, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas connu ça. Et évidemment, tout cela génère une satire sociale, un jeu de massacre permanent chez Drieux, que l'on voit dans ses ouvrages les plus connus, que ce soit Rêveuse bourgeoisie, que ce soit Gilles, évidemment, où la bourgeoisie française en prend pour son grade. On écoute sur ce sujet, de nouveau, Jean-François Louette. Être décadent, avoir conscience qu'on est décadent, n'interdit pas pourtant de dénoncer la décadence. C'est la situation paradoxale dans laquelle se trouve Drieux et qui commande un geste d'écriture qui est la satire. C'est-à-dire, je suis dans un monde que je réprouve profondément et j'essaie d'échapper à la complicité avec ce monde en me faisant écrivain satirique. C'est pour ça que j'ai accordé une grande place à ce thème dans l'introduction au volume. Mais en étant bien conscient d'un fait dont, à mon avis, Drieux était le premier conscient, c'est qu'il est extrêmement difficile de dénoncer sans être à moitié complice. Parce qu'il faut être à moitié complice pour comprendre ce dont on parle. Et ça rend d'autant plus nécessaire de prendre ses distances, mais en même temps, je n'arrête pas d'en parler et je n'arrête pas d'en être part, quoi. Ça, c'est une espèce de double contrainte dont Drieux n'a jamais réussi à sortir. Julien Hervier. Oui. Et donc cette façon de participer, c'est aussi peut-être quelque chose qui explique les insuffisances ou au contraire les qualités, les particularités en tout cas de l'œuvre de Drieux. C'est que on lui a toujours reproché de faire des écrits politiques où il se racontait au lieu d'analyser de l'extérieur.
Pourrais-je un jour raconter une autre histoire que la mienne? Voilà. Mais il était même autobiographe, même dans ses écrits, ses éditoriaux politiques. Voilà, et pas dans toutes ses œuvres, mais dans beaucoup de ses romans, de faire passer justement ce malheur existentiel, cette vision de la décadence, et de transformer ses romans en essais. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à choisir son genre littéraire de façon parfaite. Parce qu'il a touché tous les genres littéraires. Voilà. Ses premières œuvres sont des poèmes, un peu claudéliens d'ailleurs, une espèce de 5 grandes odes version Verdun. Il a fait des pièces de théâtre, que ce soit sur Charlotte Corday, L'eau fraîche, Le Chef, pas inoubliable. Alors là, je les nouvelles avec Madame Vergès-Leroux, c'est son théâtre, c'est très mauvais. C'est pas inoubliable, même si ça a été monté par Louis Jouvet. Des romans que l'on connaît, que l'on peut encore lire. Donc là, il y a vraiment une diffusion de Drieux dans tous les types d'écriture. Alors, on en vient tout naturellement, Julien Hervier, après avoir parlé de sa famille, parlé de la France, de l'expérience de la guerre, à ce qui est le cœur peut-être de son œuvre, c'est-à-dire son rapport aux femmes. Et là, très étrangement, Drieux est à la fois misogynie qui a été maintes et maintes fois condamné. Il peut apparaître comme un conservateur traditionnaliste, quelqu'un qui a une image décatie et totalement hostile de la femme, mais en même temps, il donne à la femme dans ses romans une dimension assez particulière qui est celle de la modernité. Jean-François Louette. Chez Drieux apparaissent quand même des femmes de la modernité, c'est-à-dire tout simplement des femmes qui travaillent. Il y a d'une part Blèche dans le roman qui porte ce nom pour titre, qui est une secrétaire, une dactylo, mais une femme très intelligente, fine. Alors avec les signes conventionnels de la modernité que Drieux voit d'un assez mauvais œil, il faut bien le dire, c'est-à-dire elle vit de manière indépendante, elle ne rend pas de compte à son père, elle a un amant, elle conduit une voiture. Et on sent un malaise, quoi. On sent un malaise, on sent que cette façon qu'a la femme moderne de sortir de son rôle ne lui convient pas. D'ailleurs, il faut bien dire qu'un des thèmes de Drieux, c'est l'impossibilité d'avoir un enfant avec une femme. Et on a l'impression qu'il y a là une espèce de rêverie traditionnelle. Ça serait une solution. Si enfin une femme me donnait un enfant, quelque chose s'apaiserait. C'est ce qu'il attend de Pauline, par exemple. C'est ce que Gilles attend de Pauline. Pauline tombe malade et il y a un double avortement, l'avortement de Pauline qui est malade d'un cancer et l'avortement de la Troisième République. Les deux se répondent. C'est le thème de la stérilité. La femme est devenue stérile dans un monde qui est lui-même stérile. Et puis le deuxième aspect que je voulais évoquer, c'est la femme ne sait pas donner. La femme ne sait pas donner autant qu'il faudrait. Ça, c'est un thème qui se cristallise dans l'opposition entre Alice et Dora dans Gilles, qui sont deux très beaux portraits de femmes. Alice donne, mais elle est sur le seuil de l'âge, elle appartient en même temps à son espace propre qui est celui de la guerre, à son statut d'infirmière. Dora, elle est une américaine, plus libre d'une certaine manière, mais qui ne sait pas donner. Et l'américaine, chez Drieux, ça, comme toujours, la géopolitique a une valeur forte dans ses romans. Or, l'Amérique, c'est l'avenir de notre monde, et l'Amérique, c'est un monde qui n'a pas de générosité. Voilà, la femme américaine est belle et désirable, mais elle manque de sens du don. Et c'est ça, je crois, le thème nouveau que Drieux introduit. Voilà, Drieux marié 2 fois, Colette Giramek, Olda Sienkiewicz, des liaisons prestigieuses, Victoria Ocampo, Christiane Renaud, la femme de l'industriel, qui a été Belluccia, à qui il a consacré, à qui il a dédié d'une certaine façon un roman. Puis alors, évidemment, en permanence, ce rapport déséquilibré, incertain avec les femmes, à la fois la provocation, la timidité, d'une certaine façon, la glorification du corps de la femme et le mépris. Julien Hervier. Oui. Et puis, alors, en ce qui concerne là, ce que vient de dire Louette, il a quand même bien dit qu'il y a des femmes chez Drieux qui sont des femmes qui donnent. Là, il vient de dire justement, Alice, c'est une femme très généreuse et qui donne, et c'est pas parce qu'elle est âgée que c'est plus une femme. Également Pauline, enfin, elle est malade, c'est autre chose. Mais donc il y a des femmes froides. Enfin, je crois que tout le monde a pu faire l'expérience dans sa vie sentimentale de femmes qui donnent et de femmes qui ne donnent pas. Donc ça ne me paraît pas quelque chose qui soit tellement caractéristique de Drieux. Ce qui est certain, c'est que Drieux ne croit pas au génie des femmes. Enfin,
il se rend compte que certaines femmes sont très intelligentes, mais pour lui, la civilisation est faite pour les hommes, par les hommes. Pourtant, Victoria Ocampo, il a quand même bien donné le témoignage d'une femme qui... Alors c'est ça, mais c'est qui agit. Oui, alors si, c'est-à-dire décide. justement, il y a des. Et alors d'ailleurs, il y a un portrait des sœurs Ocampo dans L'Homme à cheval. Alors ça, c'était un des romans qu'on regrette de ne pas avoir pu mettre dans le choix de la Pléiade. Mais enfin, il fallait faire un choix. Il y a 2-3 œuvres comme ça qu'on regrette de ne pas avoir pu mettre, mais tant pis. Hein, enfin. D'ailleurs, on pensait se faire plus attaquer là-dessus que ça n'a été le cas au moment de la sortie. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 critiques où on a dit « Oh, il pourrait y avoir une femme à sa fenêtre ». Mais enfin, disons, il y a des femmes qui ont du caractère et qui sont assez remarquables chez Drieux. Simplement, y voir l'histoire des civilisations comme Nietzsche, c'est-à-dire, le grand sculpteur, c'est Rodin et c'est pas Camille Claudel. Le grand compositeur, c'est Schumann et c'est pas Clara. C'est Mendelssohn et pas Stéphanie Mendelssohn. Enfin, c'est quelque chose qui lui paraît relever de l'évidence. Il est rattrapé là par une mentalité justement conservatrice bourgeoise, la même qu'il condamnait sur d'autres plans. Jean-Baptiste Torry. Oui, parce que à propos des femmes, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure avec Louis Malle, le choix des actrices qu'avait fait par Louis Malle pour ces femmes, et notamment évidemment dans l'adaptation du Feu follet. Mais on a quand même le sentiment que finalement, il y a chez Drieux en fait une certitude des hommes, d'une certaine façon, qui est souvent négative, l'homme moderne, voilà. Et en même temps, s'il y a une certitude du côté des hommes, il y a une sorte d'incertitude du côté des femmes. C'est qu'on a quand même le sentiment qu'en fait, la relation d'homme à homme chez Drieux, elle est figée, alors qu'elle serait plutôt du côté de l'incertitude et encore de l'attente et de l'espoir du côté des femmes. Plus aventureux chez les femmes. Ça serait presque une sorte de drôle d'écrivain misogyne qui n'attendrait plus rien des hommes, quoi. Oui, de toute façon, moi, ce qui me paraît quand même aussi comme une évidence, c'est que Drieux est un homme désespérément amoureux des femmes. Hein. Il y a dans l'histoire de la littérature française des hommes, des écrivains que les femmes n'intéressent pas spécialement. Enfin, moi, j'ai toujours été frappé quand on parle de Montesquieu. Vous dire, moi, j'ai jamais eu la moindre tristesse dans la vie que 2 bonnes heures de lecture n'aient pas suffi à dissiper. Je me suis dit, mon Dieu, c'est un homme qui n'avait pas une sensibilité bien forte. Hein. Mais donc, Drieux fait partie des hommes qui aimaient énormément les femmes et qui était un séducteur. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se comporte comme une brute avec les femmes. Et alors, il a 2 côtés aussi, parce que, alors, je pense qu'on parlera un peu de Dirk Kras, parce qu'une des œuvres très très belles, et on n'aura peut-être pas le temps, très belle et très justement très peu connu de Drieux, Van Gogh. Qui est une vie imaginaire de Van Gogh, mais où il a mis beaucoup de lui-même. Et où on voit d'ailleurs qu'il a un très grand sens de la peinture. C'est quelqu'un qui jugeait la peinture de son temps avec énormément d'intelligence et d'intuition. Je parlais de Dirk Kras parce que les prostituées jouent un rôle important dans Dirk Kras. Et Drieux a énormément fréquenté les prostituées depuis c'est sa première expérience de bordel quand il était jeune, où il a perdu sa virginité. Et donc, qui racontait d'ailleurs, je signale le livre, dans Notes pour un roman sur la sexualité que vous avez édité chez Gallimard, qui raconte de façon franche, crue et totalement désillusionnée son histoire, à la fois initiation et déroulement de son histoire érotique et sexuelle. Oui, et moi je ne connais pas de texte d'un auteur français de cette époque aussi franc et direct sur ses propres expériences. Hein. Ou bien alors les gens transposent, ça devient du roman et c'est à distance. Et donc là c'est très curieux parce que c'est à la fois un amoureux idéaliste et romantique. Là, quand justement l'américaine l'a laissé tomber, c'est encore un des cas où il a failli se suicider. Et en plus, ça coïncidait. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les hommes ou sur les femmes? C'est le moment où son amitié pour Aragon était en train de s'effréter. Donc, tout fichait le camp. Enfin, son amour, qui a été, je pense, son amour majeur pour Connie Walsh, l'américaine, et son amitié de jeunesse. Un coup de foudre d'amitié réciproque, que Drieux décrit très bien d'ailleurs dans La valise vide. Ce fameux texte, le fameux portrait assassin qui publie dans la NRF en août 1923.
Il raconte cette fascination qu'il a eue immédiatement pour Rigaud, une fascination-répulsion en même temps, hein, il y avait un paradoxe. Drieux décide tout de suite, dès qu'il rencontre Rigaud, de l'observer en fait. Il en fait un sujet d'observation, comme un entomologiste, sous une loupe déformante, pour le coup, ça va déformer Rigaud et ça va se transformer en un texte qui s'appelle La valise vide. Donc pendant 2 ans, il va observer Jacques Rigaud. Donc il se voit très fréquemment dans les bars, ils font la noce ensemble, ils se voient souvent. Et en fait, Rigaud devient un sujet d'observation pour Drieux. Et Rigaud se laisse faire. Il est tout content, il est flatté même que Drieux s'intéresse à lui, etc. Et il se confie à Drieux. Et Drieux va noter les observations, les confidences de Rigaud, et va écrire son portrait de Jacques Rigaud en 1922. Alors, qu'est-ce qui le fascinait particulièrement chez Rigaud pour qu'il ait envie à ce point-là de l'observer ? J'ai recueilli plusieurs témoignages qui vont dans le même sens. Drieux était jaloux de Rigaud. Il jalousait sa désinvolture, son côté dandy froid, détaché comme ça, l'impression que rien ne le touche. Il jalousait également la beauté de Rigaud. Rigaud était très beau, plaisait aux hommes et aux femmes, et même plaisait à certaines femmes que Drieux n'arrivait pas à séduire. Donc il y avait aussi une sorte de rivalité dans la séduction, et donc Drieux était fasciné par Rigaud, par ce côté détaché, ce côté dandy froid, qui traverse comme ça l'époque sans se soucier de rien. Et je pense que c'est ça qui l'a fasciné, parce qu'il aurait aimé être... Je crois qu'il aurait aimé être Jacques Rigaud, en fait. Alors que Drieux n'était pas quelqu'un de détaché. Au contraire, c'était quelqu'un de passionné, Drieux, et de nerveux, de sanguin. Alors que Rigaud n'était pas comme ça. Et d'ailleurs, je pense que les biographes de Drieux devraient plus se pencher sur justement l'amitié entre Drieux et Rigaud pour comprendre Drieux. Je pense qu'ils apprendraient beaucoup de choses en se penchant sur la relation complexe qu'il y avait entre Drieux et Rigaud. Voilà, Jean-Luc Bitton, spécialiste et biographe de Jacques Rigaud, Julien Hervier. Alors là, Rigaud est au cœur de 3 des textes parmi les plus formidables de Drieux-La Rochelle, La valise vide, L'adieu à Gonzague et Le feu follet, qui tournent autour de ce personnage qui tente d'en percer le secret, d'en saisir les manifestations, d'en transmettre la fascination qui était Jacques Rigaud. Selon vous, qu'est-ce qu'il a trouvé en Rigaud, Julien Hervier ? C'est-à-dire qu'il a trouvé quelqu'un qui, plutôt que lui, a poussé à l'extrême sa propre position. C'est-à-dire que là, je crois que Jean-Luc Bitton a tout à fait raison de dire que Drieux a admiré Rigaud et l'enviait, parce que, justement, il poussait beaucoup plus loin que lui son attitude de dégoût de la vie et cette espèce de liberté absolue, de désinvolture aristocratique, la désinvolture du dandy, que son trop grand attachement passionnel à beaucoup de choses, aux femmes, à la France, à l'espoir qu'il avait encore de changer les choses. Voilà, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Enfin, disons que cet attachement passionnel qu'il avait aux choses, Rigaud ne l'avait pas, et ça lui donnait une espèce d'élégance dans la désinvolture du dandy qu'il pouvait envier. Et puis, alors, il y a un côté aussi, si je peux en juger, après les photos qu'on a de Drieux à la plage avec ses amis, Rigaud était très costaud. Et Drieux a passé son temps à se plaindre de sa faiblesse physique, il avait toujours le dessous quand il se battait. Il était grand, mais c'était un grand mou. Dans les batailles de cours de récréation, il avait toujours le dessous. Et puis là, il ne faut pas oublier, Ocampo le dit très bien, il avait été quand même assez grièvement blessé au bras. Il avait un doigt comme Céline, voilà. Un doigt paralysé, une main paralysée. Voilà, et Ocampo dit c'est terrible parce que ce grand corps, quand on le voyait très élégant, habillé, avec son charme anglais, et quand on le voyait ensuite déshabillé, il avait la moitié de son corps qui avait été foudroyé. Elle exagère un peu, parce qu'il y a aussi des photos de Drieux au bord de la mer, on n'a pas l'impression qu'il soit massacré à ce point, mais il avait
en plus de sa faiblesse physique de jeunesse, a un handicap physique lié à sa blessure de guerre. Et donc, tous les contemporains reconnaissent la beauté de Rigaud, qui les impressionnait énormément. Ultime sujet d'impression sur les contemporains de Jacques Rigaud, je dirais la réussite de son suicide, qui a été quand même là aussi quelque chose dans lequel il a précédé Drieux-La Rochelle. Jean-Luc Bitton. Est-ce qu'il était fasciné jusqu'au suicide de Rigaud ? Alors, le suicide de Rigaud, il l'a pris comme une claque, hein. Quelque chose, parce qu'il l'écrit, je crois, dans Adieu à Gonzague, où je crois il le confie également à Maurice Martin du Gard. C'est Maurice Martin du Gard qui raconte ça dans ses souvenirs, que Drieux arrive chez lui catastrophé par le suicide de Rigaud, parce qu'en fait, Drieux ne croyait pas que Rigaud allait se suicider. Évidemment, toute l'œuvre de Rigaud tourne autour du suicide. Rigaud annonce sa mort, mais en fait, quand les gens qu'il connaissait, c'était quelqu'un de très gai, très, très joyeux, qui aimait faire des farces, qui aimait vivre. C'était pas quelqu'un de dépressif, Rigaud, pas du tout, hein. Donc, il y avait une provocation chez Rigaud de parler de suicide constamment. Il s'amusait même à faire peur aux dadaïstes et aux surréalistes avec cette idée de suicide comme ça. Je pense qu'il s'amusait avec ça, il jouait avec l'idée de suicide. Donc Drieux était persuadé qu'il n'allait pas le faire. Donc il a été très choqué par le suicide de Rigaud, et même il s'en trouvait un peu responsable, il se sentait coupable. Il y a une certaine culpabilité chez Drieux à l'annonce du suicide de Rigaud. Parce qu'il avait quand même fait un portrait assassin, La valise vide, quelque chose qui a marqué quand même Rigaud. Alors la réaction de Rigaud suite à la publication de ce texte était un peu, on va dire, il était flatté d'avoir servi pour un personnage de fiction, et en même temps il était blessé quand même, parce que c'était pas très reluisant le personnage, hein. Drieux sait que Rigaud a été blessé, et tout le monde, tous les amis de Rigaud ont été choqués par ce texte, par La valise vide. Je me disais que j'étais seul dans le monde, comme dans cette grange. Mon meilleur ami n'avait pas attendu la guerre pour mourir, dévoré en quelques jours par une pleurésie. Et Claude ne se souciait pas de moi, et moi je ne me souciais pas de lui. Je n'avais rien eu de la vie et je me demandais si j'aurais grand-chose de l'agonie. Je ne comptais plus guère sur la gloire. Un frisson insidieux me tenait dans cette grange trop pleine de trésors odorants. Soudain, je ne pouvais concevoir aucun attrait à rien, à aucun geste. Une seule chose me séduisait, ce petit trou noir de mon fusil, ce petit œil crevé qui me regardait, la ronde paupière d'acier du rien. Une peur atroce commençait à m'enlacer. J'avais posé sur une botte de foin une petite lettre sentimentale à mon frère, qui était encore un enfant. Ma mort me faisait peur pour lui. Je retirais ma chaussure, ma chaussette, je tâtais ce fusil, cet étrange compagnon à l'œil crevé, dont l'amitié n'attendait qu'une caresse pour me brûler jusqu'à l'âme. Mon tampon entra et me regarda. Il suffit d'un regard pour vous rattacher à la vie. Oh, la bonne grange et le visage quotidien de ce paysan. Le sentiment de la mort et le désir de la mort volontaire, Julien Hervier, sont de vieilles compagnes, de vieux compagnons de Pierre Drieux-La Rochelle. Étant enfant, il jouait à être mort, allongé comme dans un tombeau sous le lit de ses parents. Il déclarait que si la mort était dans la vie comme un dur noyau, que autour la vie était une sorte de chair blette de fruits. Et là, l'expérience de la Première Guerre mondiale ne le débarrasse pas de l'angoisse de la mort et du désir du suicide. Même en plein cœur de l'abattoir généralisé qu'a été la Première Guerre mondiale et Champagne, Verdun, il y a encore en Drieux l'idée du suicide.
C'est ça, il a l'impression qu'il récupère un petit peu de son individualité. Là, il parle de lui comme d'une espèce de gribouille, enfin comme gribouille qui se met dans la rivière parce qu'il pleut pour se mettre à l'abri. Il va se tuer tout seul pour échapper à l'abattoir généralisé. Mais c'est vrai que une des choses qui est impressionnante, et là ça fait partie du mythe de Drieux, mais quand on le lit, on ne peut être que stupéfait de l'omniprésence du suicide. Enfin, il y a aussi un passage petit garçon où il s'appuie une pointe de couteau à la place ça, du c'est corps. raconté dans État civil, donc Voilà. dès le départ, il y a une tentative de pousser le danger au maximum. Voilà. Des pointes de couteau, des petits couteaux durs et menaçants. C'est ça, c'est les choses dures, c'est comme se heurter à l'objet, la fin du feu follet avec le revolver ou le petit trou noir là du canon. Et là, il jette le couteau, il trouve que le couteau est méchant, parce que ça commence à lui faire mal, il y a un peu de sang qui perle et il jette le couteau comme un objet méchant. Mais Julien Hervier, on a le sentiment de deux choses. D'une part, que la mort, l'expérience violente de la mort serait peut-être pour Drieux, paradoxalement, l'unique manière de renouer avec le réel. D'une certaine façon, oui. Que le réel, c'est la mort. Se heurter à l'objet, c'est ça, c'est la fin du feu follet. Mais alors là, tout ça va être assez changé par son orientation de fin de vie, où il va se mettre à méditer les mystiques orientaux. Le bouddhisme. Alors là, c'est ça, oui, le brahmanisme, le bouddhisme, le ça et le moi. Personnellement, tout ça me paraît un peu fumeux, mais peut-être que je vois ça avec une espèce d'objectivité de toute façon, c'était à la mode. Des gens comme Romain Roland avaient beaucoup fait. Son ami Malraux, des plus chers et plus fidèles amis de Drieux, l'avait quand même, j'imagine, un peu poussé dans cette direction. Parce que il y avait les gens. C'était pas une nouveauté en France. C'est ça. Il y a des gens comme Guénon aussi. Simplement, là où je dis que je suis peut-être un peu trop sévère, c'est que j'ai l'impression que c'était qui n'entrait pas vraiment dans un système de pensée différent du sien. Enfin, mais il faut peut-être pas mépriser l'authenticité de sa démarche. Mais ça nous renvoie aussi à quelque chose de tout à fait terrifiant chez Drieux. À l'intérieur du christianisme, c'est sa conviction d'être en dehors de la grâce. Enfin, il est très 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 frappé par lui qui avait emmené Pascal dans son baluchon en 14. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire les jansénistes d'une part et Calvin. Enfin, tout ce qu'il y a de pensée chrétienne qui pense que le Dieu vous a choisi pour être damné au départ et qu'il n'y a plus rien à faire, c'est quelque chose qui est très présent chez lui et qui le terrifie. Il y aura un augustinisme rampant chez Drieux-La Rochelle. Voilà, et il est persuadé de faire partie des gens qui n'ont pas la grâce. Voilà. Alors ce sentiment justement de la déchéance, de la chute en dehors de l'Éden de la vie, on peut le dire, du bonheur de la vie, ça c'est une chose, puis aussi le sentiment de ne pas avoir accompli ce qu'il aurait souhaité accomplir. Et il écrit: le suicide, c'est la ressource des hommes dont le ressort a été rongé par la rouille du quotidien. Ils sont nés pour l'action, mais ils ont retardé l'action. Alors, l'action revient sur eux en retour de bâton. Le suicide, c'est un acte, l'acte de tous ceux qui n'ont pas pu en accomplir d'autres. D'une certaine façon, le ressort de la déception se tend, et quand il se détend, c'est la mort. Voilà. Mais et alors là, d'ailleurs, vous savez, un des très bons spécialistes de Drieux, un des premiers avec Pierre Andreu à avoir travaillé très à fond sur lui, c'était Grover. Frédéric Grover, oui. Et Grover, justement, avait une théorie que je trouve quand même c'est très brillant, mais que je trouve un peu contestable, sur Dirk Rasp. Donc le livre de Drieux, inspiré de Van Gogh. Drieux, moi je considère peut-être comme le meilleur Drieux d'ailleurs, et que Grover considère aussi comme le meilleur Drieux. Grover disait qu'il a eu peur devant son propre génie. Au fond, c'est quelqu'un qui avait choisi l'échec, et quand il s'est rendu compte qu'il était en train d'écrire le roman de génie qu'il n'avait pas réussi à écrire jusque-là, c'est là qu'il a rompu les chiens et qu'il est passé à l'acte définitivement.
Le suicide qui est au cœur du plus grand film jamais consacré à Drieux-La Rochelle et à ses personnages, Le Feu follet de Louis Malle, dont nous allons parler maintenant ce soir dans Mauvais Genre, essentiellement consacré à Drieux-La Rochelle. Et notre invité est Julien Hervieux. On écoute un extrait de ce Feu follet de Louis Malle, 1963. Alain, la vie est bonne. Dites-moi en quoi, docteur? Demain. La vie, elle ne va pas assez vite en moi. Alors je l'accélère. Je la redresse. Demain, je me tue. Voilà un extrait du Feu follet de Louis Malle 1963, porté Jean-Baptiste Toré, vous qui êtes pianiste, par Gymnopédie d'Éric Satie, effet collatéral du Feu follet, le retour en grâce d'Éric Satie, interprété là par Claude Hefter, un des grands pianistes à l'époque qui jouait des œuvres contemporaines. D'ailleurs, comme tout à l'heure, les Doors étaient liés à Apocalypse Now, aujourd'hui Satie est lié à Feu follet. Et puis on pourrait multiplier évidemment au Chopin, et d'ailleurs aussi par moments à Louis Malle, mais à d'autres auteurs. Alors là, évidemment, l'adaptation que vous devez, Julien Hervé, connaître, j'imagine, par cœur, du Feu follet de Louis Malle. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme toutes les adaptations, ça raconte, on pourrait dire, deux choses. Peut-être il y a deux films en un. Il y a le film que le spécialiste de Drieux que vous êtes va regarder à la loupe, cherchant les écarts, les ressemblances, les coïncidences. Alors là, quand on regarde le Feu follet, on se rend compte évidemment qu'il y a des... Tout simplement parce que le film est transposé à l'époque contemporaine, en 62. On est au moment... Après la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, on est entre Poujade, l'OAS, en même temps de fines fleurs qui se baladent dans la rue, c'est aussi la nouvelle vague. Donc on est dans cette espèce de France, à la limite, qui se cherche, et c'est ce que j'aime beaucoup moi dans le Feu follet, c'est la façon dont ça raconte une France en train de mourir. On pourrait dire qui serait celle incarnée par tous les anciens amis que va retrouver Maurice Ronet, l'homme qui a été jeune, qui ne s'en remet pas, là pour le coup, mais qui n'a pas eu un portrait à Dorian Gray, on en parlera tout à l'heure, pour pouvoir lutter contre ça. Donc il repart dans son espèce de petit musée personnel de l'enfance. Et là il se rend compte que l'enfance a tourné au vinaigre, quel que soit d'ailleurs le schéma entre bourgeois, salon décadent. Il y a un côté viscontien même par moment dans cette grande séquence du repas du dîner. Un autre est devenu un passionné d'Égypte, se prépare à aller écrire des livres, etc. Tout ça, c'est formidable, mais ils ont tous quitté évidemment cette jeunesse pour l'âge adulte, ce qui terrifie. Toute évolution apparaît comme une concession ou une déchéance. Voilà, parce qu'il n'y a que la jeunesse, et dès lors qu'on en sort, alors bien ou mal, volontairement ou pas, en adoptant le masque de l'adulte ou en l'embrassant passionnément, voilà, dans tous les cas, on a perdu quelque chose, c'est fini. En gros, dès lors que la jeunesse s'en va, c'est fini. Alors, ce qui est passionnant, c'est que Louis Malle fait donc des adaptations. D'abord, il adapte. On est en 62, c'est le moment où le film se passe. Alors, on est dans deux histoires. On est d'abord dans une histoire de France, comme je le disais, qui est le moment, là, pour le coup, de la guerre d'Algérie. Il va inventer même une séquence qui est la rencontre avec deux agents de l'OAS qui lui disent viens, continue avec nous. Et lui, le frère Mainville avec Romain Bouteille. Romain Bouteille en agent de l'OAS. D'ailleurs, Romain Bouteille. Et donc voilà, il y a cette séquence que rajoute d'ailleurs Louis Malle, qui évidemment, on le comprendra en 31, avait un petit peu de mal, sauf dont évidemment d'anticipation extraordinaire. Il y a d'autres séquences qui sont rajoutées, des petits détails. On pourrait parler notamment de Gatsby le Magnifique. Quand on regarde bien le film, on se rend compte à la fin que Maurice Ronet, juste avant le geste fatal, termine Gatsby et pose le roman de Fitzgerald. Alors comme si évidemment
évidemment Louis Malle voyait une sorte, et ce qui est absolument vrai d'ailleurs, une forme de cousinage chez Drieux. entre Drieux et Fitzgerald, cette espèce de même rapport à un monde décadent, comme il n'y a plus rien à faire. En fait, c'est un petit peu ça. Ou la fin de la Porte du Paradis de Michael Cimino. On sent qu'on est dans cette espèce d'ambiance-là. Donc il y a à la fois cette histoire de France, et en même temps il y a aussi, et moi c'est ce qui m'a beaucoup intéressé en fait à revoir ce film que j'avais pas revu pour être tout à fait honnête depuis longtemps, qui est évidemment l'histoire du cinéma. Ça raconte donc une double histoire. Je pense que le film est relativement fidèle au roman de Drieux. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Louis Malle s'expliquera à plusieurs reprises là-dessus. Alors c'est très intéressant parce qu'il explique notamment concernant l'épisode du rajout de l'OAS, on lui demande, mais évidemment vous avez rajouté cette séquence avec les activistes de droite. Et à l'époque, Louis Malle répond, Alain, qui est donc le personnage interprété par Maurice Renet, Alain cherche des raisons de ne pas se tuer et il ne les trouve pas dans l'OAS. Il a été contacté par 2 garçons qui sont d'anciens camarades de régiment, mais il a refusé de s'associer parce qu'il est contre. Il est tenté par l'action, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et donc par l'engagement politique, par l'action pour elle-même. Mais pour un velléitaire comme lui, l'action ne serait qu'une façon de se couper les ailes. Le Feu follet est un roman d'un ratage. Au fond, Drieux est un grand écrivain raté parce que toute son œuvre traite du ratage. Mais il a écrit des pages qui m'ont le plus touché de cette génération-là, dans Gilles surtout. Il n'est pas évidemment question de comparer Drieux à Aragon comme écrivain, même s'il est moins parfait, il est souvent plus aigu. Alors c'est intéressant parce qu'on se rend compte que Louis Malle s'empare du roman de Drieux. Le problème, c'est qu'il doit, évidemment, en tant que cinéaste, trouver des images et l'inscrire dans une histoire du cinéma. Alors ce qui est passionnant, c'est qu'on est en 62 et cette espèce de défiance à l'égard des idéologies, de l'engagement, l'inaction d'une jeunesse qui a du mal à embrasser le monde, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de films à l'époque, et notamment, alors ça c'est mon propre tropisme qui parle, mais dans le cinéma italien, en 62, c'est aussi l'année d'une fille difficile de Dino Risi, et c'est aussi l'année du Fanfaron, qui sont 2 films pour le coup, qui sont avec deux personnages qui ne vont pas jusqu'au suicide. Dans le cinéma italien, il y a toujours le rire à la fin qui nous sauve du suicide, mais on a exactement le même constat sur en fait une génération, parce que tout le problème de Maurice Renet, c'est qu'il n'est plus jeune, mais il n'est pas vraiment encore adulte au fond. Cette espèce de génération perdue, donc coincée, et on sent bien que c'est vraiment ce qui obsède Drieux dans Le Feu follet, et aussi, on pourrait dire, les Italiens de l'époque et Louis Malle, et on voit bien comment en 62, dans l'histoire du cinéma, ça correspond finalement à une évolution du cinéma français. C'est-à-dire que le cinéma de papa, on pourrait dire, n'est pas encore complètement mort. En gros, Claude Lara, au grand malheur de Truffaut, tourne toujours, et qu'en même temps, la nouvelle vague, au fond, elle est déjà vieille. Et ce que je trouve extrêmement osé et même, je dirais, courageux de la part de Louis Malle, c'est qu'il fait un film qui possède tous les stigmates du cinéma de la nouvelle vague. À bout de souffle, c'est 59, ça fait quand même 2 ans et demi à peine. On est vraiment dans cette espèce de mouvement-là. L'ouverture avec ses gros plans sur les peaux, sur le grain, les visages, cette espèce de silence, de grand dialogue, de psychologisme, cette espèce d'univers germano-pratin à n'en plus finir. C'est que là, on est entre le Café de Flore, les Tuileries, on se balade dans le décor du cinéma français de la nouvelle vague de l'époque. Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que on se balade pas du tout comme Belmondo et Gene Seberg dans À bout de souffle. Au contraire, qui rêvait d'Amérique. Là, l'Amérique, on ne la voit jamais. C'est en l'occurrence Dorothy, cette espèce d'Amérique. Voilà, il y a que Godard qui fantasme sur Raoul Walsh, Ulmer et l'Amérique. Non, l'Amérique, c'est un rêve hors champ qu'on désire, mais qu'on n'atteindra jamais et qui ne donne rien. Très intéressant la façon dont Louis Malle encode l'amour du cinéma américain et de la série B à l'intérieur de son film. Et c'est surtout une balade dans le cinéma de la nouvelle vague, totalement désespéré, comme si tout ce qui, dans d'autres films qui pourraient être signés Rivet de Godard, La belle Jeanne Moreau, toute fraîche, donc cette de décor germano-pratin, ces grandes discussions, Rivette, Romer, Pascal, etc. Tout ça a lieu. Mais Renet est déjà plus dans la nouvelle vague. Et c'est comme si la nouvelle vague, au fond, n'était pas la solution à la décadence du cinéma de papa, mais était déjà elle-même presque hors jeu. Et j'aime beaucoup cette critique de la nouvelle vague avec les armes de la nouvelle vague. Julien Hervier. Oui, et là vous avez raison aussi, c'est 2 après-guerre au fond. Les distances temporelles sont presque les mêmes, et c'est deux désarrois d'après-guerre avec des gens qui ont survécu, mais qui ne savent plus quoi faire de leur vie. On dit d'ailleurs de Renet qu'il a été un bon officier, donc il semblerait qu'il y ait eu soit la résistance, soit la brigade Alsace-Lorraine, il y a peut-être un côté Malraux là-dedans, tout ça c'est indiqué.
Mais alors, ce que je regrette un petit peu, quand même, c'est que Malle est reculé devant la drogue. Parce que c'est c'est un problème qui est devenu essentiel dans les sociétés contemporaines, une des grandes angoisses. Enfin, on en parle un peu moins maintenant, je trouve, mais il y a 20 ans, ça a été l'angoisse des familles, enfin les enfants qui se droguaient, et qu'il ait transformé la drogue en alcool. Enfin, je pense qu'il s'est dit que ça donnait une valeur plus universelle à son film. Mais 20 ans après, ça aurait plus de force si c'était resté la drogue comme chez Drieux. Voilà. Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, effectivement, vous avez sans doute raison sur la dimension universelle de l'alcool. Ouais. La question, c'est aussi le fait que la drogue, d'abord, est un sujet encore tabou dans le cinéma français, même si à Hollywood, il y a eu L'Homme au bras d'or, etc. Mais il y a aussi, et Malle en parle, il y a aussi un problème auquel il est confronté, c'est que lorsqu'on a un personnage comme Alain, donc Maurice Renet, qui en fait est déprimant, nous dit dès le début qu'il va se flinguer le 23 juillet, il l'a inscrit sur son... C'est marqué sur la Il y a des contraintes du cinéma qui font qu'il faut créer un minimum en fait d'empathie avec le personnage. C'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles il va minorer le rapport un peu pathologique d'Alain avec l'argent. C'est quasiment un thème qui disparaît du film, même s'il en a. Il y a toujours ce fameux chèque qu'on lui fait au début. Compte les billets. Mais parce que il est mal considéré que on lui pardonnerait son rapport à l'alcool, on lui pardonnerait son rapport aux femmes, qui est assez complexe, c'est celle pour lequel il a un regard. Je dirais ouvert et non pas figé, ce sont évidemment les femmes, mais par contre que si en plus on en faisait un radin suicidaire, là c'était mort. Tu n'as plus ton œil brillant d'autrefois, ni ta belle énergie. J'ai vieilli. Tiens. Oui, j'ai vieilli. Je n'ai plus d'espoir, mais j'ai une certitude. Je suis sorti de ma jeunesse pour entrer dans une autre vie. Toi, tu tournes le dos. Tu refuses l'âge adulte. Tu restes enfoncé dans ton adolescence. C'est de là que vient ton angoisse. C'est difficile d'être un homme. Il faut avoir envie. Tu n'es pas fatigué des mirages? J'ai horreur de la médiocrité. Depuis 10 ans, tu vis dans une médiocrité dorée. J'en ai assez, justement. J'arrête. Il y a un autre aspect du Feu follet de Louis Malle, donc tiré du Feu follet de Drieux-La Rochelle, que je trouve moi particulièrement réussi. C'est si on prend cette célèbre phrase qui est la phrase finale, restée mythique, du Feu follet de Drieux, se heurter enfin à l'objet, la manière dont Malle met en scène et dont Renet incarne cette incapacité d'heurter le réel, d'avoir un tact, un contact avec le réel. Alors il y a d'abord la manière dont Renet écarte ses rideaux et regarde à la fenêtre la rue, toute bête, avec une petite fille qui va prendre un cours de violon, avec un couple qui pousse une poussette, avec un malheureux dont la voiture est en panne et qui tente de la réparer, la simple trafic urbain qui regarde avec une espèce d'ébahissement parce que lui est derrière la vitre et qu'il y a toujours entre lui et le monde cette surface morte et transparente, qui est celle de la vitre, et aussi la manière qu'il a d'aborder des personnages qui, pour lui, confinent à l'expérience du réel. Et on peut dire que politiquement, c'est sûr que Doriot jouait un petit peu cette espèce de vision du réel brut. Quand il va, à un moment, il aborde 2 livreurs des Galeries Lafayette avec qui il fait un petit voyage vers Paris, c'est sûr que ces hommes incarnent un réel auquel il n'a pas accès. Quand il va toucher le chèque de l'américaine à la banque et qu'il regarde le gros caissier qui fait sa liasse, là il est en plein dans une sorte de réel gras, concret, pesant. Il est ni du côté de la grâce ni du côté de la pesanteur, Renet. C'est peut-être ça d'ailleurs le secret, le drame de Drieux et du film, c'est qu'on n'est ni dans la grâce, vous l'avez dit Julien Hervier, ni dans la pesanteur du réel. On est dans une faille qui est entre les deux, et c'est cette faille qui est une faille tout à fait mortelle. Julien Hervier.
Écoutez, là, vous avez tiré une belle conclusion. C'est-à-dire que Drieux, il ne faut pas le voir dans le plein, effectivement. Il faut le voir dans la faille, dans l'absence, dans l'entre-deux. Et là, vous parliez aussi de la vitre. Il y a aussi le problème des miroirs et qui fascinait Rigaud. Enfin, vous savez, il y a ce fameux vers-là, et maintenant réfléchissez les miroirs. Mais la chambre du héros du Feu Follet, c'est une chambre entre les vitres qui ne s'ouvrent pas et les miroirs qui reflètent je ne sais pas trop quoi et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est un monde effectivement qui se situe entre deux mondes. Enfin, et là, on peut dire effectivement que c'est aussi la faille, l'absence, l'échec par moment qui font paradoxalement la force de Drieux. Comme disait la poétesse américaine Emily Dickinson, trop tard pour l'homme, trop tôt pour Dieu. Peut-être dans cette faille qu'a disparu Drieux-La Rochelle. Pour terminer, Jean-Baptiste. Oui, et d'ailleurs, sur cette question d'ailleurs des miroirs, des images qu'on renvoie, et on voit très souvent Maurice Renet d'ailleurs, ou bien se mirer, ou voir au tout début d'ailleurs, ce qui est aussi le cas dans le roman, on le voit au début, regarder cette femme, qui est fascinée par cette femme, capable de coïncider avec son image, alors qu'elle se maquille d'ailleurs au tout début. Mais en même temps, on a là presque une définition de ce qu'est la mélancolie. C'est-à-dire qu'il y a aussi un autre film qui a beaucoup joué de ça, il y en a deux même, L'état des choses de Wenders et Blow Up d'Antonioni. C'est-à-dire que lorsqu'à la fin du film, Alain retourne en fait, parce que cette chambre dont vous parlez, c'est sa bulle, au sens psychanalytique du terme. Absolument. Dès qu'il en sort, il va dans le réel. Et là, il est entre l'agression, la déception. Il faut qu'il y retourne régulièrement pour se ressourcer. D'ailleurs, juste avant de se suicider, il va enlever à la fois tout ce qui tapissait cette bulle-là, qui lui donnait l'illusion que le réel, c'était ce petit monde à lui, cette boule de neige, cette boule de cristal. Et avant de se suicider, il va enlever effectivement les photos, les différents objets, les traces, les mettre dans sa valise, qui est le signe de la mort. Mais il me semble qu'on a vraiment là, pour le coup, un personnage qui est étrange puisqu'il est à la fois suicidaire, effectivement comme vous disiez François, qui a du mal à rencontrer en contact avec le réel, puis toucher c'est sensoriel et puis c'est aussi le comprendre, c'est aussi intellectuel, mais au fond qui est aussi un mélancolique. Ça c'est très intéressant parce que la mort, le mélancolique a peur de la mort parce que pour lui le réel c'est la mort, et lui finalement il a introjecté la mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a une part de mélancolie chez Drieux et dans le héros du Feu Follet? Alors, chez le héros du Feu Follet, très certainement. Mais la part de mélancolie chez Drieux, elle est forte, elle est intense, puisqu'elle mène finalement au suicide. Mais il ne faut pas oublier que elle a mené, alors que pour Rigaud, elle a mené à une petite plaquette. Enfin, pour Drieux, elle a mené à 500 articles, un gros volume de la Pléiade qui ne comprend pas tout, et il y a, comme on le rappelait à l'instant, des poésies, du théâtre, même si ce ne sont pas ce qu'il a fait de mieux. Et donc, Drieux a, pour ainsi dire, réussi à créer et à écrire contre ce tempérament de mélancolie qui aurait dû le condamner à l'inaction. Enfin, Il se retrouvait toujours lui-même dans la rue, et déjà dans l'escalier. L'esprit de l'escalier, l'esprit des solitaires. Cette nuit de novembre était belle. Le froid faisait une ville sèche et vide. Pourtant, par manie, il cherchait un taxi. Il marchait d'un pas hâtif qui, pour un homme de 30 ans, était lourd et saccadé. Il lui semblait que la soirée tirait à sa fin, et pourtant il n'était que 11 heures. Autrefois, c'était un commencement. Aujourd'hui, il se demandait comment faire pour tuer encore 2 ou 3 heures. Enfin, il trouva un taxi. Il s'y engouffra. Il donna l'adresse d'un bar dans le bas de Montmartre.
Il suivait pas à pas sa vieille routine. Autrefois, après le cinéma, il passait là 1 heure avant d'aller dans les boîtes de nuit. Le monde était peuplé d'êtres que décidément, il ne connaîtrait jamais. Il se tuerait demain, mais il fallait finir la nuit d'abord. Une nuit, c'est un chemin tournant qu'il faut parcourir de bout en bout. La errance nocturne de Vladimir Cosma, jouée par Chet Baker pour clore cette émission largement consacrée ce soir à Pierre Drieux-La Rochelle. Ni la pesanteur, ni la grâce, la mort, telle sera peut-être la leçon de cet écrivain qui paraît, et avec quel soubresaut, en Pléiade. Notre invité est ce soir Julien Hervier, un des co-éditeurs avec Jean-François Louette, Hélène Batty de Lalande et Nathalie Piégé-Gros de ce fort volume Pléiade. On va continuer.